Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha. Dans la conférence d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous. Qu'est-ce que la vie? Comment la définir? Si on regarde bien l'univers, on s'aperçoit que la mort représente plutôt un état d'équilibre, la condition naturelle vers laquelle tout tend. Et la vie, en fait, n'est pas très raisonnable. Si l'univers était basé seulement sur la raison, eh bien, il n'y aurait aucune vie. En effet, d'après le deuxième principe de la thermodynamique dans l'univers, l'entropie, c'est-à-dire le désordre, a tendance constamment à augmenter. Par exemple, puisque l'entropie augmente, les matériaux ne peuvent que s'user avec le temps, se délabrer. Si on est obligé de changer une voiture au bout de quelques années, c'est justement à cause de l'entropie. Au fil du temps, la voiture se dégrade. Or, dans le cas de la vie, c'est tout le contraire. La vie crée des structures et de l'organisation. Par exemple, à partir de nos ovules fécondés dans le ventre de la mère, il va y avoir développement d'un embryon, puis d'un fœtus, et ensuite cela va donner naissance à un être vivant très complexe. La vie crée, on le voit, des structures et de l'organisation. Donc, dans le cas de la vie, le désordre, l'entropie, diminue. Alors, comment définir la vie et où se trouve la vie? Prenons le cas des cellules de la surface de la peau. Elles sont remplies d'une substance dure, la kératine, qui les tue. Ces cellules sont mortes d'un point de vue biologique et d'ailleurs elles finissent par se détacher du corps. Nous en perdons des millions chaque jour et c'est ça en grande partie qui constitue la poussière de maison. Pourtant, ces cellules mortes jouent un rôle dans l'organisme vivant. Grâce à leur kératine, elles constituent une armure qui protège les tissus délicats sous-jacents. Ces tissus ne pourraient survivre s'ils étaient directement exposés à l'air. Ces cellules de la surface cutanée se sont donc sacrifiées, en somme, pour que les autres puissent survivre. Notre corps, ainsi, est recouvert d'une armure de cellules mortes, ce qui n'empêche pas pourtant les autres personnes de nous considérer comme étant vivants. En réalité, on le voit, la matière vivante est une combinaison entre vie et mort. Prenons un autre exemple, le cas des globules blancs. Là encore, ces cellules sont souvent amenées à se sacrifier en luttant contre l'invasion des microbes. On voit que chaque jour, quelque chose de nous meurt pour que le reste puisse continuer à vivre. La vie se sert de la mort et les organismes vivants ne peuvent survivre sans que meurent des fragments d'eux-mêmes selon un programme bien établi. Si la mort n'existait pas, très vite, toute vie deviendrait impossible. Une seule petite bactérie invisible serait capable de produire en quelques heures une masse d'un poids énorme. Sachant qu'une seule poignée de terre contient quelques millions de bactéries, en moins de 2 jours, la Terre serait couverte de grandes dunes nauséabondes de bactéries. Heureusement, il y a le phénomène de régulation et par la mort, les espèces limitent elles-mêmes leur population. La vie se nourrit de la mort et cela crée un cycle dans lequel les atomes constituant la matière poursuivent leur chemin d'être vivant en être vivant. La plante verte est mangée par la chenille à son tour est mangée par l'hirondelle est mangée par le faucon qui à son tour meurt de froid et les bactéries vont le manger. Cela va créer un humus nourricier et des plantes vont pouvoir se nourrir sur ce terreau. Parmi tous les atomes qui forment actuellement votre corps, il y en a peu qui n'ait pas déjà formé le corps d'autres êtres vivants, par exemple un chien, un ver de terre ou même un cafard. Et maintenant, je vais annoncer une grande loi, un des secrets de la vie.
La vie, pour enfreindre le deuxième principe de la thermodynamique, doit payer le prix de la mort. Ça, c'est l'illustration de la loi de compensation. Autrement dit, pour créer davantage d'ordre quelque part, il faut forcément créer plus de désordre ailleurs. Prenons un exemple. C'est l'automne, il y a plein de feuilles dans votre jardin, vous les ramassez et ensuite vous les jetez chez le voisin. Vous créez de l'ordre chez vous, mais en compensation, vous augmentez le désordre dans le jardin du voisin. En fait, comme on est civilisé, on ne les met pas dans le jardin du voisin, on va les jeter à la décharge. Mais le principe est le même. Pour créer de l'ordre dans notre jardin, on augmente le désordre dans la décharge publique. C'est ça la loi de compensation. L'ordre doit être compensé par le désordre. Donc on voit qu'on est loin de la vision de l'univers du 19e siècle où tout semblait être en parfaite harmonie. La vie est organisation. Et il convient d'être réservé lorsqu'on parle d'organismes vivants chez les animaux inférieurs. Par exemple, prenons le cas de l'abeille. C'est la ruche et non l'abeille isolée qui constitue l'organisme. En effet, la faculté de se reproduire, qui est une des caractéristiques principales des êtres vivants, est présente au niveau de la ruche, pas au niveau de l'abeille. L'abeille ouvrière, elle, est complètement stérile. La faculté de reproduction est uniquement détenue par la reine. Et donc, c'est la ruche qui, grâce à la reine, peut se reproduire, qui est l'être vivant. Ainsi, lorsqu'une abeille ouvrière est tuée, ce n'est pas une entité individuelle qui vient de mourir, mais seulement un élément de la ruche. Et ce qui est vrai pour les abeilles est vrai également pour les fourmis et pour les termites. C'est la ruche, la fourmilière, la termitière qui est l'organisme à part entière. Supposons qu'une force extérieure détruise la ruche sans tuer les abeilles et que les abeilles soient dispersées dans la campagne. La ruche a disparu, mais, question que je vous pose, est-elle morte? Réfléchissez sur cela. Autre exemple, les éponges marines sont souvent considérées comme étant un organisme unique. Mais si on coupe l'éponge en petits morceaux, qu'on broie ces morceaux en leur faisant ensuite traverser un filtre, de sorte que chaque cellule est séparée de sa voisine, eh bien cette bouillie désorganisée ne tarde pas à se reconstituer pour former à nouveau une éponge complète. Étonnant, n'est-ce pas? La première différence entre la vie et la mort, c'est l'organisation. La vie est de la matière organisée. Et une matière inerte comme un poil, une cellule de kératine de la peau, une griffe, est considérée comme vivante si elle remplit dans l'organisme une fonction donnée. Et maintenant, voyons les rapports qu'il existe entre la mort et la sexualité, et cela va nous faire découvrir également une grande loi de la vie. Les formes de vie primaires se reproduisent par simple division. On appelle ça la scissiparité. Il y a une cellule mère qui se divise et qui donne naissance à deux cellules filles qui, à leur tour, se divisent en deux, etc. Mais dans ce cas, notons bien que c'est le même être qui se perpétue, puisque toutes ces cellules vont avoir le même code génétique. Ainsi, les bactéries sont virtuellement immortelles, puisqu'elles vont se reproduire chaque fois identiques à elles-mêmes. Mais cela présente un grave inconvénient, c'est qu'un tel être ne peut pas évoluer. Il est absolument incapable de s'adapter au changement de son environnement. La vie a trouvé une solution à ce problème en inventant la sexualité. Par la sexualité, il y a le mélange du patrimoine génétique mâle et femelle pour créer un individu entièrement nouveau, complètement différent de ses parents. Et ça,
ça donne un avantage considérable car ça va permettre l'évolution. Avec la sexualité, les organismes vivants deviennent de véritables individus avec un cycle de vie limité. Ils naissent, ils se développent, ils se reproduisent et meurent. La mort, c'est le prix que nous devons payer pour la sexualité. En compensation de la perte de l'immortalité, les êtres vivants obtiennent l'individualité. Donc pour conclure, je dirais que la vie est organisation. Mais si l'on parle d'organisation, on débouche inévitablement sur la question: quel est l'organisateur? Quel est l'être? Quelle est l'intelligence suprême qui a créé cette organisation? Quel est le grand architecte de cet univers? Et ça, c'est une question où, dans nos cours, nous apportons des éléments de réponse. À bientôt.